il refuse d'abandonner. Autour de lui, Berlin brûle. Les soviétiques sont à quelques centaines de mètres. Son unité compte moins de 30 hommes valides. Et pourtant, le capitaine Henri Fenet choisit de rester. Ce qui se joue ici, dans les décombres de la capitale du Troisième Reich en avril 1945, est l'une des histoires les plus troublantes de toute la Seconde Guerre mondiale. Celle de Français qui ont choisi de mourir pour Adolf Hitler et qui, jusqu'au dernier jour, ont tenu leur parole. Pour comprendre comment des soldats français se retrouvent à défendre la chancellerie du Reich contre l'armée rouge, il faut remonter à l'été 1940. La France vient de capituler. L'occupation allemande s'installe. Et dans ce vide politique et moral, plusieurs courants se forment. Il y a ceux qui rejoignent la résistance, entre 75 000 et 220 000 hommes et femmes selon les estimations. Il y a la majorité silencieuse qui subit. Et puis, il y a une minorité qui fait un autre choix, collaborer, prendre les armes pour Hitler. Pourquoi ? Certains étaient des militants de partis collaborationnistes formés avant-guerre. Le PPF de Doriot. Ce conflit nous intéresse en tant qu'Européens, mais il nous intéresse aussi en tant que Français. Disons-le tout net, si la France veut rester une puissance européenne et mondiale, si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevisme. Il n'y a pas d'autre issue pour nous. Le RNP de DA, convaincu que l'Europe nouvelle se construirait sous pavillon allemand. D'autres voyaient dans l'Union soviétique une menace plus grande que l'occupant et s'engageaient dans ce qu'ils considéraient comme une croisade continentale contre le bolchevisme. D'autres étaient simplement antisémites et trouvaient dans l'idéologie nazie une légitimité de ce qu'ils pensaient déjà. D'autres encore étaient opportunistes, perdus ou emportés par le chaos de la défaite. Et il n'y avait pas un profil, il y en avait des dizaines. Et ces Français n'étaient pas seuls dans ce choix. Les Waffen-SS recruteront des Norvégiens, des Danois, des Néerlandais, des Belges, des Estoniens, des Lettons, des Croates, et même une infime unité britannique, recrutée dans des camps de prisonniers de guerre. Dans l'Europe occupée, la collaboration armée n'était pas une exception française. C'était un phénomène continental. La première unité militaire française à combattre aux côtés des Allemands n'est pas une unité SS. En octobre 1941, un régiment d'infanterie de 2500 hommes est constitué et intégré à la Wehrmacht, l'armée régulière allemande, avant de franchir la frontière soviétique en juin 1942. Ces hommes ne sont pas encore des SS. Ils sont soldats sous uniforme allemand, combattant sur le front de l'Est. Réorganisée au printemps 1942 sous le nom de la Légion des volontaires français, la LVF, l'unité atteint 5800 hommes et est déployée à l'arrière du front pour combattre les partisans. En juin 1943, ces deux bataillons fusionnent en un seul régiment, servant en Ukraine jusqu'à sa dissolution officielle le 1er septembre 1944. Mais les SS, eux, veulent autre chose. Toujours avides de recrues pour contourner les restrictions imposées par l'armée régulière, ils commencent à enrôler des Français dès 1943. Des hommes de 20 à 25 ans, soumis aux critères raciaux nazis. Les SS ne sont pas une armée ordinaire, c'est une organisation idéologique, une garde prétorienne du régime, avec ses propres lois, ses propres tribunaux, sa propre hiérarchie. Y entrer, c'est un choix qui va au-delà du service militaire. C'est une adhésion. En juillet 1944, 1700 Français formés sont envoyés sur le front de l'Est sous le nom de Brigade d'assaut SS française. Sévèrement éprouvée au combat, l'unité est retirée vers Danzig. Renforcée par des hommes de la LVF, elle devient la Waffen-Grenadier Brigade der SS Charlemagne, nommée en référence au roi des Francs qui unifia l'Europe carolingienne au IXe siècle. Après un nouvel entraînement à Wildflecken et un recrutement supplémentaire, la Charlemagne atteint le statut formel de division. Une petite division, 7340 hommes.
mais une division peuplée de soldats aguerris et de convaincus idéologiques. Ces hommes savaient pour qui ils portaient cet uniforme. Ils l'avaient choisi. Le 25 février 1945, la division est engagée en Poméranie face aux éléments du premier front biélorusse soviétique. Ce qui suit est un désastre. En quelques jours, les 2 tiers de la division sont tués ou capturés. Le tiers restant est évacué par la marine allemande vers le Danemark, puis acheminé à Neustrelitz pour être reconstitué. C'est là qu'entre en scène le SS Brigadeführer Gustav Krückenberg, avocat allemand de formation, officier SS expérimenté, homme de sang-froid. Avec 700 hommes rescapés, il réorganise l'unité en un seul régiment d'infanterie, 2 bataillons de combat, 1 bataillon de soutien lourd. La guerre, à ce stade, est perdue. Tout le monde le sait. Les Soviétiques avancent à l'est, les Américains et les Britanniques avancent à l'ouest. Berlin est dans l'étau. Les hauteurs de Shiloh, dernière ligne de défense sérieuse à l'est de la capitale, sont percées en 3 jours de combats acharnés. Le 20 avril 1945, jour du 56e anniversaire d'Adolf Hitler, les canons soviétiques sont assez proches pour ouvrir le feu sur les faubourgs est de Berlin. L'encerclement de la capitale commence. Le 23 avril, Krückenberg reçoit un message de la chancellerie assiégée. On lui demande d'amener ses hommes à Berlin. Il aurait pu désigner les 700 disponibles et donner l'ordre. Il ne le fait pas. Il demande des volontaires. Des hommes qui choisissent d'aller défendre, en pleine conscience, la capitale d'un régime en train de s'effondrer, pour un homme en train de mourir dans un bunker. 350 hommes de la SS Charlemagne lèvent la main. Alors que la colonne se forme sur la place du marché de Neustrelitz, 2 Kübelwagen, 9 camions lourds, une longue limousine noire passe lentement devant eux. Krückenberg et ses hommes se mettent au garde-à-vous. Dans le véhicule se trouve Heinrich Himmler, Reichsführer SS, chef de la Gestapo, 2e personnage du Troisième Reich et principal architecte de l'extermination des Juifs d'Europe. Voir sa voiture passer, c'est voir l'homme pour lequel ces 350 Français ont choisi de se battre. Il rentre en réalité d'une réunion secrète à Lübeck avec le comte Folke Bernadotte de la Croix-Rouge suédoise, au cours de laquelle il a tenté, dans le dos d'Hitler, de négocier la reddition de l'Allemagne aux alliés occidentaux, avec lui comme chef d'État provisoire. Pour ces 350 hommes qui vont mourir pour lui, Himmler ne s'arrête pas. La colonne avait quitté Neustrelitz avec 9 camions. 2 n'arriveront jamais à destination. Le 24 avril, les SS français pénétrèrent dans le faubourg nord-ouest de Berlin par Nauen, quelques heures seulement avant que l'armée rouge ne referme l'encerclement de la ville. Ils font halte au stade olympique de Charlottenburg, où des stocks de matériel abandonnés par la Luftwaffe leur permettent de se réapprovisionner. Krückenberg file seul à la chancellerie pour recevoir ses ordres. La Charlemagne est organisée en 4 compagnies de fusiliers de 60 à 70 hommes chacune, placées sous le commandement de l'SS Hauptführer Henri Fenet. Le 25 avril, les SS français se déploient vers l'est en direction de Neukölln et sont rattachés à la 11e division de SS Panzer Grenadier Nordland, composée de régiments norvégiens, danois et néerlandais. Ce même jour, Krückenberg est nommé commandant du secteur de défense C. Puis, face à l'état de délabrement de la Nordland, il en prend également le commandement direct. Le 26 avril, les Français SS et la Nordland lancent des contre-attaques dans le district de Neukölln, appuyés par des King Tiger du Schauer Panzer Arbeiterlung 503. La Charlemagne perd 50 hommes dès le premier jour. Les survivants s'enterrent autour de l'hôtel de ville de Neukölln.
La situation est sans issue. Chaque position tenue est une position grignotée. Krukenberg replie ses forces vers des positions préparées autour de la Hermannplatz. Dans les ruelles et les cours d'immeubles éventrés, des SS français et des membres de la jeunesse hitlérienne armée de Panzerfaust détruisent 14 chars soviétiques. La résistance est suffisamment acharnée pour retarder l'avancée soviétique de 48 heures dans ce secteur. Mais 48 heures, ce n'est pas la victoire. C'est juste du temps de gagner pour mourir un peu plus tard. Les forces de Krukenberg sont progressivement repoussées vers le centre du gouvernement. Cet îlot de bâtiments monumentaux qui abrite le Reichstag, la chancellerie, le ministère de l'Air. Le 28 avril, Krukenberg installe son poste de commandement avancé dans un wagon de métro à la station Stadtmitte. En 4 jours de combat, la division Charlemagne a détruit, selon ses propres rapports, 62 chars soviétiques sur les 108 mis hors de combat dans le secteur sud-est de Berlin. Ce chiffre, non confirmé par des sources soviétiques indépendantes, donne néanmoins une idée de l'intensité des combats auxquels ont survécu, provisoirement, ces quelques dizaines de Français. Fenet, blessé, dirige son PC depuis le ministère de l'Aviation sur la Wilhelmstrasse. Le commandant du district gouvernemental central, le SS Brigadeführer Wilhelm Monk, lui remet personnellement la croix de chevalier. 2 autres SS français sont décorés pour destruction de chars. L'SS Unterscharführer Eugène Volo, qui a mis hors de combat 2 Neukölln, puis 6 supplémentaires au Panzerfaust autour de la chancellerie, reçoit la croix de chevalier le 29 avril. L'SS Unterscharführer Roger Albertini reçoit la croix de fer de première classe pour en avoir détruit 4 ce même jour. Les 29 et 30 avril, Fenet et ses hommes détruisent encore 21 chars. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide dans son bunker. Les combats continuent. Les SS français savent ce qui les attend. Ils ne sont pas seulement des vaincus. En France, ils sont des traîtres. Des hommes recherchés. Des hommes qui n'ont nulle part où rentrer. Dans la nuit du 1er au 2 mai 1945, l'ordre de percée générale est donné. Les unités survivantes du centre de Berlin tentent de franchir le cordon soviétique pour se rendre aux Américains ou aux Britanniques à l'ouest. La Charlemagne compte alors une trentaine d'hommes indemnes. Certains passent. Beaucoup sont tués ou capturés. Le 2 mai, à 6 heures du matin, le général Helmut Welding, commandant de la défense de Berlin, se rend aux Soviétiques. À 8h23, il leur donne la capitulation de la ville. Gustav Krukenberg reste caché dans Berlin pendant une semaine après la capitulation. Arrêté par les Soviétiques, jugé, condamné, il passera 11 ans en prison avant d'être libéré. Il mourra en Allemagne de l'Ouest en 1980, à l'âge de 92 ans. Henri Fenet parvient à s'échapper de Berlin avec les derniers hommes de son unité. Il se rend aux Britanniques à Bad Kleinen. Transféré aux Soviétiques, puis remis aux Américains avec 11 de ses camarades, il est finalement livré à la France. 12 hommes sont fusillés comme traîtres. Fenet, lui, est condamné à 20 ans de travaux forcés. Il est libéré en 1959. Il mourra à Paris en 2002, à l'âge de 83 ans. En avril 1945, il avait refusé d'abandonner dans Berlin en flammes. Il aura vécu encore 57 ans avec ce choix. 57 ans après Berlin, Henri Fenet est mort dans son lit, à Paris, en 2002. La France l'avait jugé traître, et elle avait raison de le faire. 12 de ses camarades ont été fusillés. Lui a été libéré après 10 ans. Il a vécu jusqu'à 83 ans, libre, dans le pays qu'il avait trahi. Faites-en ce que vous voulez.